En janvier 2025, le service de sauvetage des Alpes italiennes a été confronté à un phénomène qui n'a pas encore été expliqué. Dans un rayon de 800 mètres autour de la paroi sud du mont Carre Alto, tous les appareils de navigation ont commencé à dysfonctionner. Les coordonnées GPS étaient décalées de 200 et 300 mètres par rapport à leur position réelle. Les boussoles s'écartent de 15 à 20 degrés du nord réel. Les radios captent des interférences dont la source ne peut être identifiée. L'anomalie avait des limites claires, comme si une sphère invisible couvrait une certaine zone du versant alpin. À l'extérieur de cette zone, l'équipement fonctionnait normalement. À l'intérieur, les sauveteurs ont perdu le contact avec le centre de coordination et ont erré, ne se fiant qu'à des repères visuels et à leur propre expérience. C'est au cœur de cette zone morte que 2 touristes britanniques ont disparu. Les recherches se sont étendues sur 5 mois et ont laissé plus de questions que de réponses. Samuel Harris et Aziz Ziryat étaient le genre de Londoniens pour qui la montagne représentait plus que des vacances. Samuel Harris, 35 ans, travaillait dans des start-up technologiques et avait déjà fait de l'escalade en Écosse et au pays de Galles. Son ami Aziz Ziryat, âgé de 36 ans, travaillait pour l'association caritative Palace for Life du club de football Crystal Palace. Ses collègues le connaissaient comme l'homme qui disparaissait le temps d'un week-end dans les régions sauvages d'Europe et revenait avec des photos de sommets enneigés et des récits de camping par -20. Les amis partaient nous régulièrement en randonnée hors de portée, comme ils l'appelaient eux-mêmes. Leur sac à dos contenait des équipements modernes, la dernière génération de communicateurs par satellite, des navigateurs GPS avec une autonomie de 200 heures, des détecteurs d'avalanche, des balises de détresse. Ils n'ont jamais compté sur la chance ou l'intuition. Chaque itinéraire a été planifié des mois à l'avance, étudié à l'aide d'images satellites, vérifié à l'aide des rapports d'autres touristes. Les Alpes Dolomites, dans le nord de l'Italie, ont été leur choix pour les vacances du Nouvel An. Cette région a séduit par sa combinaison d'accessibilité relative et de nature sauvage. En hiver, on peut y marcher des jours entiers sans rencontrer une seule personne. L'itinéraire comprenait des passages entre des refuges de montagne, les rifugi, avec d'éventuels campements autonomes dans des vallées désertes. Le dernier point civilisé devait être le refuge de Cassina d'Osson, situé à 2000 mètres d'altitude, près de la ville de Tion di Trento. De là, il était prévu d'effectuer un trekking radial vers le groupe de sommets de la région du Carre Alto, avec un retour vers le 4-5 janvier et un départ pour l'aéroport vers le 6. Le Corpo Nazionale Soccorso Alpino connaissait bien ces touristes. Expérimentés, bien formés et bien équipés, ils disparaissaient dans les montagnes pendant 1 semaine ou 2 et revenaient toujours à l'heure prévue. On les appelait les ermites professionnels. Lorsque ces personnes disparaissent, cela signifie qu'il s'est passé quelque chose de grave. Les sauveteurs se souvenaient de cas où des groupes similaires avaient été pris dans des avalanches ou avaient chuté d'une falaise. Mais les corps et le matériel ont été retrouvés rapidement, en quelques jours. La géographie de leur itinéraire était prévisible et les traces étaient faciles à lire. Ce qui est arrivé à Harris et Ziryat n'entre pas dans les statistiques habituelles des tragédies alpines. Le 1er janvier 2025, vers midi heure locale, Aziz Ziryat envoie un message à son amie Rebecca Dimmock à Londres. Le texte ressemble au bulletin touristique habituel. Il admire le paysage, se plaint de la lourdeur de son sac à dos, lui raconte comment il a traîné une bûche dans la montagne pour faire du feu dans la cabane. « Je viens de tirer une grosse bûche le long de la pente. » Harris rit, il dit que je transporte la moitié du bois, mais ça va être un grand feu. La vue d'ici est incroyable, les montagnes s'étendent jusqu'à l'horizon. Demain, nous prévoyons de monter plus haut jusqu'à la base de Carre Alto. Les batteries risquent d'être bientôt à plat, alors ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de communication pendant 2 ou 3 jours. La dernière phrase ressemblait à l'avertissement habituel d'un voyageur expérimenté.
Les amis et les proches connaissaient cette particularité d'Aziz. Il prévenait toujours des interruptions possibles de la communication afin que personne ne s'inquiète en vain. Dans les bureaux de Palace for Life, à Londres, les collègues plaisantaient dès même sur le fait que Ziriat disparaissait dans les montagnes plus régulièrement que ses salaires ne lui parvenaient. Les conditions météorologiques de l'époque étaient antéfavorables. Les stations météorologiques de la vallée de Trento ont enregistré une température de moins 8 à 10 degrés Celsius, avec un vent du nord-ouest ne dépassant pas 15 km à l'heure. La couverture nuageuse était variable, sans signe de précipitation imminente. La visibilité a été jugée bonne, le danger d'avalanche a été maintenu au 2e niveau sur 5 possibles. Pour des grimpeurs expérimentés, ces conditions étaient presque idéales. Le mois de janvier peut être capricieux dans les Dolomites. Ciel clair le matin, brouillard l'après-midi, blizzard le soir. Mais les prévisions annonçaient une stabilité pour les 3 jours à venir. Harris et Ziriat ont du temps devant eux. Leur vol pour Londres est prévu pour le 6 janvier, à 3h30 de l'après-midi. Il leur faudra 4 heures de voiture pour arriver à l'aéroport Marco Polo de Venise, et encore 1 heure pour l'enregistrement. Cela signifie qu'ils doivent être dans la vallée le 4 ou le 5 janvier. Compte tenu de leur expérience et de leur forme physique, la marge de temps était plus que suffisante. Les proches à Londres ont reçu le message d'Aziz pendant les vacances du Nouvel An. Rebecca Dimmock s'est souvenue plus tard que le texte semblait tout à fait ordinaire, voire banal. Aziz parlait toujours de la lourdeur du sac à dos et de la beauté des montagnes. Le seul détail qui reste en mémoire est son admiration pour la vue depuis la cabane de Casina Dawson. Les montagnes vont jusqu'à l'horizon, répète-t-il 2 fois dans un même paragraphe, ce qui n'est pas dans ses habitudes. La famille Harris n'a pas non plus été perturbée. Sam partait régulièrement camper et revenait toujours à l'heure prévue. Sa ponctualité est devenue une légende familiale. Il pouvait être en retard au bureau, en retard pour une réunion avec des amis, mais il ne manquait jamais l'heure de son retour de la montagne. 2 places pour le vol Venise-Londres sont restées réservées auprès du service de réservation de la compagnie aérienne. À l'hôtel de Trente, où les voyageurs avaient laissé une partie de leur affaire, le réceptionniste a marqué leur retour le 4. Tout semblait si simple et si prévisible que l'alerte donnée le 6 janvier a surpris tout le monde. Personne n'aurait pu deviner que le rapport habituel d'une bûche pour le feu serait le dernier contact avec le monde extérieur. Que les conditions météorologiques, qui semblaient favorables, cachaient quelque chose qui n'avait pas de nom dans les manuels d'alpinisme. Et que dans les environs de Carré Alto les attendait une zone où les lois habituelles de la navigation ne fonctionnent plus. Que s'est-il passé après le 1er janvier ? Pourquoi 2 randonneurs expérimentés, équipés d'un matériel de pointe, ont-ils soudainement disparu dans des conditions relativement calmes ? Et quel rôle a joué une mystérieuse anomalie dans la région de Carré Alto dans leur disparition ? Le 6 janvier 2025, à 14h30, heure locale, à l'aéroport Marco Polo de Venise, 2 passagers ne se présentent pas au comptoir d'enregistrement pour un vol à destination de Londres. Le personnel de la compagnie aérienne a attendu jusqu'au dernier moment, mais les sièges A23 et A24 sont restés vides. À 15h40, l'avion décolle sans Samuel Harris et Aziz Ziriat. Ce ne sont pas les proches qui se sont d'abord inquiétés, mais le réceptionniste de l'hôtel à Trente. Au soir du 6e jour, il était clair que les touristes n'étaient pas revenus chercher les affaires qu'ils avaient laissées dans leur chambre. Leurs sacs de voyage, leurs documents, leurs vêtements de rechange et leurs billets de retour sont restés intacts. Ce fut le premier signal d'alarme. Les voyageurs expérimentés ne laissent jamais leur passeport et leur billet d'avion à l'hôtel s'il y a un risque, même minime, de ne pas rentrer à temps. À minuit, l'information parvient à Rebecca Dimmock à Londres. Elle contacte immédiatement la famille de Harris. Dès le matin du 7 janvier, parents et amis achètent des billets pour l'Italie.
Parallèlement, une demande d'aide officielle est adressée au Corpo Nazionale Soccorso Alpino. Pour le service de secours, la disparition de 2 randonneurs entraînés par un temps relativement calme a entraîné une mobilisation immédiate. Le 7 janvier à 7 heures du matin, une équipe de 12 sauveteurs dirigée par Marco Bellini, un vétéran de 20 ans d'opération alpine, s'est rendue à la cabane de Cassina d'Ossone. Bellini s'est souvenu plus tard que, dès le début, l'opération semblait peu conventionnelle. Habituellement, les randonneurs disparus laissent une trace claire. Témoignages d'autres alpinistes, inscriptions dans les registres des refuges, traces de campement. Dans le cas des Britanniques, il n'y avait aucune trace de ce type. La dernière information fiable remonte au 1er janvier, lorsque Ziriat a envoyé un message à propos d'un feu et d'une bûche. La première anomalie a été détectée lors de l'ascension de Cassina d'Ossone, à une altitude d'environ 1800 mètres, à environ 3 km de la zone de recherche proposée. Les navigateurs GPS des sauveteurs ont commencé à afficher des coordonnées inexactes. Dans un premier temps, ce phénomène a été attribué à l'effet du terrain. Les hautes falaises peuvent bloquer les signaux satellites. Mais au fur et à mesure que nous approchions de la paroi sud de Carre Alto, les déviations devenaient de plus en plus perceptibles. À une altitude de 2000 mètres, dans un rayon d'environ 800 mètres de la base de la paroi rocheuse, tous les instruments électroniques ont commencé à fonctionner de manière erratique. Le GPS indiquait une position avec une déviation de 200-300 mètres. Les boussoles s'écartaient de 15 à 20 degrés du nord vrai. Marco Bellini suspend le groupe pour vérifier l'équipement. Tous les instruments étaient en bon état de fonctionnement et les batteries étaient déchargées. En dehors de cette zone, l'équipement fonctionne correctement. Dès qu'ils sont revenus à 500 et 600 mètres en bas de la pente, les mesures sont revenues à la normale. Les sauveteurs n'avaient jamais vu un tel effet au cours de leurs années de travail dans les Dolomites. La zone d'anomalie était grossièrement circulaire. Son centre se trouvait au pied du mur sud de Carre Alto, là où le massif rocheux se transformait en une pente douce recouverte de neige. Les limites étaient assez claires. Il suffisait de faire un pas vers la gauche ou vers la droite pour que le GPS commence à indiquer les bonnes coordonnées. Les communications radio à l'intérieur de la zone étaient également intermittentes. Les voix étaient toutes déformées et il y avait des interférences dont l'origine n'était pas claire. La communication avec la base dans la vallée était interrompue toutes les quelques minutes. Les sauveteurs ont été contraints de maintenir le contact en sortant de l'anomalie. La nature de ce phénomène n'était pas claire. Les guides géologiques des Dolomites ne mentionnent pas d'anomalies magnétiques dans la région de Carre Alto. Les guides locaux contactés par radio ont affirmé qu'ils n'avaient jamais rencontré de tels problèmes techniques. Le 8 janvier, au 2e jour des recherches, un événement s'est produit qui a transformé un mystère technique en quelque chose de plus sinistre. Vers midi, l'un des sauveteurs, Luca Rossi, qui travaillait à la limite nord de la zone anormale, a capté un faible signal de téléphone portable. Le signal était intermittent, mais suffisamment fort pour donner une direction approximative. Il provenait du centre de la zone de défaillance technique, de l'endroit même où l'équipement électronique était le moins stable. Cela semblait paradoxal. Dans une zone où la navigation par satellite était défaillante, un téléphone portable émettait un signal. Le groupe de Bellini change de direction et s'oriente vers la source du signal. Ils ont dû avancer presque à l'aveugle, en se fiant à des repères visuels et à la boussole qui continuaient à indiquer une mauvaise direction. L'épaisseur de la couche de neige dans la zone était d'1,5 mètre, ce qui a considérablement ralenti la progression. Vers 14h30, le groupe a trouvé une zone où la neige était plus dense, comme s'il y avait quelque chose de grand en dessous. Les fouilles commencent. Une demi-heure plus tard, le corps de Samuel Harris est retrouvé sous une couche de neige d'environ 1,20 m d'épaisseur. La première chose qui a frappé les sauveteurs
est l'état des vêtements. Lors d'une chute supposée d'une hauteur de 50 à 60 mètres, correspondant à la hauteur de la paroi rocheuse la plus proche, la veste et le pantalon avaient dû être sérieusement endommagés. Au lieu de cela, les vêtements étaient pratiquement intacts, seulement légèrement tachés de terre. Il n'y avait pas les blessures typiques d'une chute sur les rochers, membres cassés, blessures à la tête, lacération des tissus mous. Le corps donnait l'impression que Harris s'était allongé dans la neige sans se réveiller. Cette image ne correspondait à aucun des scénarios envisagés par les sauveteurs. Près du corps, à 30 mètres au nord-est, le sac à dos de Harris a été retrouvé. Il était bien fermé et ne présentait aucun signe de chute ou de dommage. Il contenait des effets personnels, de la nourriture et du matériel d'escalade. Tout était emballé comme si le randonneur se préparait à une halte prévue. La découverte la plus mystérieuse est une note dans la poche de la veste de Harris. Rédigée de sa main sur une feuille de cahier, elle contenait les coordonnées suivantes. 46 li, 847,2 de latitude nord, 11 923,2 de longitude est. Après vérification, il s'est avéré que ces coordonnées indiquaient un point situé à 2 km au nord de l'endroit où le corps avait été trouvé, dans une zone qui n'avait pas encore été étudiée. La note était sèche, bien que le corps ait été couché sous la neige. Le papier ne présentait aucun signe d'exposition prolongée à l'humidité ou au gel. Cela suggère qu'il a été écrit peu de temps avant la mort, ou qu'il a été protégé des intempéries d'une manière ou d'une autre. Les coordonnées ont été enregistrées à la 4e décimale, ce qui correspond à une erreur de plusieurs mètres. Une telle précision est typique des appareils GPS professionnels, mais étrange pour une note prise dans des conditions extrêmes. Habituellement, les gens notent les coordonnées à la minute près ou, tout au plus, à la 1re décimale. Marco Bellini décide d'envoyer immédiatement le groupe aux coordonnées indiquées. Or, il s'avère que le point est situé dans une zone inaccessible sur le versant opposé de la chaîne de montagnes. Pour s'y rendre, il fallait faire un détour de plusieurs kilomètres ou traverser une paroi rocheuse, ce qui était techniquement difficile. Tandis que l'équipe de Bellini organise un itinéraire vers le nouveau point, le corps de Harris est évacué par hélicoptère. Le rapport médical officiel a classé la mort comme étant le résultat d'une hypothermie, peut-être après une chute. Mais les détails du site de découverte et l'état du corps ne correspondent pas à cette version. Dans la soirée du 8 janvier, il était clair que l'opération de recherche d'Aziz Ziriat nécessiterait beaucoup plus de temps et de ressources que prévu. Les mystérieuses coordonnées figurant dans la note de Harris ont ouvert une nouvelle voie pour les recherches, mais ont également soulevé de nombreuses questions. Pourquoi Harris a-t-il noté ces coordonnées particulières? Qu'est-ce qui se trouve à cet endroit? Et surtout, où se trouve Aziz Ziriat, dont on n'a retrouvé aucune trace ni aucun effet personnel? Que cache le point dont les coordonnées ont été trouvées dans la poche de Harris? Pourquoi son corps a-t-il été découvert dans un état qui ne correspond pas à une chute de hauteur? Et quel est le rôle d'une mystérieuse anomalie technique qui semble liée à la disparition des randonneurs? Après la découverte du corps de Harris, l'opération de sauvetage est entrée dans une nouvelle phase. Les mystérieuses coordonnées figurant sur sa note indiquaient un point situé à 2 km au nord, mais il était impossible de s'y rendre en utilisant les méthodes habituelles. L'itinéraire direct passe par une paroi rocheuse abrupte de plus de 100 mètres de haut. Le détour nécessitait de descendre dans la vallée et de remonter le versant opposé du massif, ce qui augmentait le trajet de 8 à 10 km. Marco Bellini a décidé de diviser le groupe. L'équipe principale, composée de 8 sauveteurs, a commencé à traverser la vallée, tandis que l'équipe technique, composée de 4 alpinistes hautement qualifiés, a été chargée de traverser directement la paroi rocheuse. Cette décision était risquée. Les conditions du mois de janvier rendèrent l'escalade extrêmement dangereuse, mais le temps jouait contre les sauveteurs.
l'équipe technique a rencontré un problème dès l'approche du mur. Les navigateurs GPS refusaient de fonctionner régulièrement, les boussoles indiquaient une mauvaise direction. Les grimpeurs ont dû se fier à des points de référence visuels et à leur propre expérience de la lecture du terrain. Dans des conditions de couverture nuageuse, variables et de mauvaise visibilité, l'ascension s'est transformée en un jeu à l'aveugle. Dans la soirée du 9 janvier, l'équipe technique a atteint les coordonnées spécifiées. Le site a révélé une petite zone de terrain relativement plat, protégée du vent par des corniches rocheuses. Il n'y avait aucune trace de stationnement ou de présence humaine. Seule une couche de neige intacte d'environ un demi-mètre d'épaisseur a été observée. L'équipe de déviation est arrivée au même endroit le matin du 10 janvier. Une inspection conjointe de la zone n'a rien donné de concluant. Il n'y a aucun objet, aucune trace ni aucune indication sur la raison pour laquelle Harris a enregistré ces coordonnées particulières. La seule particularité du site est son silence total. On n'entend même pas le vent qui souffle constamment sur les pentes environnantes. La recherche d'Aziz Ziryat a dû être menée dans des conditions de défaillance technique constantes. La zone d'anomalie, centrée sur l'endroit où le corps de Harris a été retrouvé, continue d'affecter l'équipement électronique. Les sauveteurs ont été contraints de développer une nouvelle tactique, travailler autour du périmètre de la zone, en entrant périodiquement à l'intérieur pour une inspection visuelle, puis en sortant pour rétablir la communication avec la base. À la mi-janvier, il est devenu évident que les recherches allaient durer longtemps. Aucune trace d'Aziz Ziryat n'a pu être trouvée malgré l'utilisation de ressources supplémentaires. Équipes cynophiles, drones et équipements d'imagerie thermique. Chaque jour apportait de nouvelles questions, mais aucune réponse. Le 11 janvier, à 3 jours de l'endroit où Harris avait trouvé le premier indice. Dans une crevasse entre des rochers, à environ un demi-mètre sous la neige, se trouvait un étui de téléphone portable. Un simple étui en silicone noir portant le logo d'un magasin d'électronique londonien. Des proches ont confirmé qu'Aziz avait le même étui. La trouvaille était étrange. L'étui était posé proprement, comme s'il avait été mis là et n'était pas tombé. L'état de l'objet ne correspondait pas à un long séjour sous la neige. Il n'y avait aucun signe d'exposition à l'humidité ou au gel. De plus, l'étui contenait encore des miettes de la barre énergétique, comme si le téléphone n'en avait été sorti que récemment. Cette découverte a déterminé une nouvelle direction de recherche. En supposant que Ziryat se soit déplacé vers le nord depuis le dernier campement, la couverture pourrait indiquer son itinéraire. Les sauveteurs ont commencé à ratisser méthodiquement la pente en direction du nord à partir du point de découverte. Le mois de février a apporté un deuxième indice. À 500 mètres au nord de l'endroit où l'affaire a été découverte, un gant a été trouvé sous les racines d'un pin de montagne rabougri. Il s'agit du gant droit de la paire que, selon ses amis, Aziz portait. Des gants d'alpinisme coûteux, de fabrication allemande conçus pour les températures extrêmes. Le gant était sec et propre, sans trace d'exposition prolongée au froid. À l'intérieur du gant, il y avait une odeur de crème pour les mains que, selon des proches, Ziryat avait utilisée. Ce fait a étonné les sauveteurs. À une température de moins 15 à 20 degrés, toute odeur organique disparaît en quelques jours. En mars, 800 mètres plus au nord, un morceau de corde d'escalade a été trouvé. Elle mesurait environ 3 mètres de long et était soigneusement enroulée et nouée. La corde provenait du même équipement que les randonneurs britanniques avaient emporté avec eux. L'état des fibres indique que la corde a été coupée avec un objet tranchant, probablement un couteau. La trouvaille d'avril était la plus mystérieuse. Une barre énergétique emballée en usine, dont la date de péremption n'était que le mois de septembre de l'année 2025. L'emballage était intact et ne présentait aucune trace d'altération. À l'intérieur,
La barre avait conservé sa forme et sa consistance, comme si elle venait d'être sortie d'une pièce chaude. Toutes les découvertes ont été faites sur une seule ligne allant strictement vers le nord à partir de l'endroit où le corps de Harris a été trouvé. La distance qui les sépare est comprise entre 500 et 800 mètres. Il semble que quelqu'un ait méthodiquement marqué le parcours, en laissant des objets à intervalles réguliers. Au début du mois de mai, le moral de l'équipe de recherche atteignait un point critique. 4 mois de travail dans des conditions extrêmes, des défaillances techniques constantes et un manque de clarté dans l'affaire commençaient à affecter le psychisme des sauveteurs. Un phénomène mystérieux lié aux conditions météorologiques s'est avéré particulièrement déprimant. Chaque fois qu'une étude détaillée du prochain site de découverte était prévue, un blizzard local se déclenchait dans la région. Un mur de neige d'une centaine de mètres de haut recouvrait la zone où travaillaient les sauveteurs, alors que le temps restait relativement clair dans un rayon d'1,5 km. 5 événements de ce type ont été enregistrés au cours des recherches. Le service météorologique de la vallée de Trent n'a pas pu expliquer ce phénomène. Des tempêtes de neige localisées dans les montagnes se produisent, mais pas avec une telle précision et pas selon les plans de sauvetage. Il semble que la nature ait activement entravé l'enquête. Le premier incident s'est produit le 12 janvier, alors que l'équipe planifiait une étude détaillée du site où la couverture avait été trouvée. Le matin, le temps était clair, avec une visibilité supérieure à 10 km. À 11 heures du matin, au moment même où le travail commençait, un épais rideau de neige s'est formé au-dessus du site. Le vent s'est levé pour atteindre 30 à 40 km/h et la température a chuté de 8 à 10 degrés. Le blizzard a duré exactement 6 heures. À 17h, 0, la chute de neige s'est arrêtée aussi soudainement qu'elle avait commencé. Mais à ce moment-là, le site était recouvert d'1 demi-mètre de neige fraîche et il était inutile de poursuivre les recherches. Une situation similaire s'est répétée en février, mars, avril et début mai. Chaque fois, la tempête de neige a commencé exactement au moment de l'inspection détaillée prévue et a duré exactement le temps nécessaire pour rendre le travail impossible. Les sauveteurs ont commencé à plaisanter en disant que la montagne ne veut pas livrer ses secrets, mais les plaisanteries cachaient une anxiété croissante. Marco Bellini a admis plus tard qu'en avril, il avait de sérieux doutes sur la rationalité de ce qui se passait. 20 ans d'expérience dans les opérations de sauvetage en montagne ne l'avaient pas préparé à une telle suite de coïncidences. Une anomalie technique dans la région de Carré Alto, l'état étrange des découvertes, les tempêtes de neige localisées et programmées, tout cela dépassait la logique habituelle. Certains membres de l'équipe ont commencé à éviter de travailler dans la partie centrale de la zone anormale. Luca Rossi, qui avait détecté le signal téléphonique de Harris, a avoué à ses collègues qu'à certains endroits de la pente, il ressentait une angoisse inexplicable. D'autres sauveteurs ont confirmé, au centre de la zone, on sent la présence de quelque chose d'étranger, d'observateur. L'état d'esprit du groupe change à la mi-mai, lorsque Bellini décide de systématiser toutes les preuves trouvées et d'essayer d'y trouver une logique. Sur une carte de la région, tous les points de découverte sont marqués, une ligne est tracée pour les relier et les distances et directions sont calculées. Le résultat fut inattendu. Tous les objets trouvés se trouvaient sur une ligne droite partant de l'endroit où le corps de Harris avait été trouvé vers le nord. Cette ligne passait par les coordonnées inscrites dans sa note et continuait plus loin vers la partie inaccessible du versant nord du massif. Si l'on extrapole cette ligne, le point suivant aurait dû se trouver à 1,5 km au nord du site de la découverte d'avril. La zone était un terrain complexe composé de corniches rocheuses et de crevasses profondes recouvertes de neige éternelle. Elle n'avait pas été étudiée en détail jusqu'à présent en raison des difficultés techniques d'accès,
Bellini s'est rendu compte que tous les objets trouvés n'étaient peut-être pas des pertes accidentelles, mais des panneaux de signalisation délibérés. C'est comme si Aziz Ziryat avait méthodiquement balisé son chemin, en laissant des objets personnels à intervalles réguliers. Mais une question se pose alors, où mène ce chemin et pourquoi Ziryat ne peut-il pas faire demi-tour? Le 21 mai, une expédition est organisée vers le point supposé le plus proche sur la ligne de preuve. Un groupe de 6 alpinistes, expérimentés, est conduit par Bellini lui-même. L'itinéraire était difficile, nécessitait l'utilisation d'un équipement d'escalade et prenait une journée entière. Le site auquel l'extrapolation de la ligne de découverte a conduit s'est avéré être un système de profondes crevasses dans le massif rocheux. Certaines d'entre elles atteignaient des dizaines de mètres de profondeur, formant des puits naturels et des grottes. C'est là, dans l'une de ces anfractuosités, que le service canin a trouvé, le 24 mai, un thermos appartenant à Aziz Ziryat. Le thermos se trouve au fond d'une crevasse d'une vingtaine de mètres de profondeur, soigneusement posé contre la paroi rocheuse. À côté, à quelques mètres de là, se trouvait ce que les sauveteurs cherchaient depuis tout ce temps. Mais les circonstances de cette ultime trouvaille soulèvent autant de questions que de réponses. Qu'ont trouvé les sauveteurs dans la profonde crevasse à côté du thermos de Ziryat? Pourquoi toutes ces affaires personnelles formaient-elles une ligne claire menant à cet endroit? Et quel rôle jouent les mystérieux blizzards qui semblent protéger les secrets de la montagne des regards indiscrets dans ce qui se passe? À la fin du mois de mai 2025, l'opération de recherche et de sauvetage dans la zone du Carré Alto était devenue l'une des plus longues de l'histoire moderne des Alpes italiennes. Près de 5 mois de travail continu ont épuisé non seulement les ressources physiques, mais aussi morales de tous les participants. Le matériel a dû être constamment réparé et remplacé, et les gens ont travaillé jusqu'à la limite de leur capacité. La direction du Corpo Nazionale Soccorso Alpino a soulevé à plusieurs reprises la question de la poursuite de l'opération à la même échelle. Officiellement, la recherche de personnes vivantes a été interrompue en février. Depuis le mois de mars, la tâche des sauveteurs consiste à localiser le corps d'Aziz Ziryat pour le remettre à la famille et achever les procédures formelles. La pression psychologique sur les participants à l'opération s'est intensifiée de mois en mois. Les circonstances mystérieuses de l'affaire, une anomalie technique dans la zone de recherche, des phénomènes météorologiques étranges, tout cela a créé une atmosphère loin du travail de sauvetage normal. Certains sauveteurs ont demandé à être transférés dans d'autres régions, invoquant des circonstances familiales. Marco Bellini a admis plus tard qu'au mois de mai, il avait de sérieux doutes sur ses propres compétences professionnelles. En 20 ans de travail, il avait participé à des centaines d'opérations, mais il n'avait jamais rencontré une telle combinaison de problèmes techniques et de coïncidences inexpliquées. Des collègues d'autres régions ont commencé à éviter de se rendre dans les Dolomites, invoquant l'encombrement. Les familles puis des disparus ont vécu une période particulièrement difficile. La mort de Harris a été confirmée et son corps a été remis à ses proches pour l'enterrement. Mais le sort de Ziryat reste incertain. Rebecca Dimok et les parents d'Aziz se sont régulièrement rendus en Italie, ont rencontré les responsables des recherches et ont exigé que le travail se poursuive. À la mi-mai, le financement de l'opération avait été réduit au minimum. Au lieu d'une équipe permanente de 12 à 15 personnes, 4 à 5 sauveteurs travaillaient dans la région, se rendant dans les montagnes 2 à 3 fois par semaine. L'utilisation d'hélicoptères est limitée aux cas d'extrême nécessité. Les équipes cynophiles n'ont été utilisées que lorsque des pistes spécifiques ont été identifiées. L'attention du public à l'égard de l'affaire s'est également affaiblie. Les médias italiens se sont tournés vers d'autres événements et la presse britannique n'a publié qu'occasionnellement de brèves mises à jour sur l'avancement des recherches. Les médias sociaux, qui en janvier et février
regorgèrent d'informations sur les touristes disparus, avaient pratiquement oublié l'affaire au mois de mai. Le samedi 30 et 1 mai 2025, un événement s'est produit qui a mis fin à l'opération de recherche et a ouvert de nouvelles questions. Une équipe canine, dirigée par Antonio Martini, travaillait dans le système de fissures où le thermos de Ziriata avait été trouvé précédemment. Un chien nommé Rex, un berger allemand ayant 8 ans d'expérience en matière de recherche, est devenu très anxieux à l'entrée de l'une des profondes crevasses. Le comportement de l'animal indique la découverte de restes humains. Les sauveteurs ont commencé à descendre dans la crevasse, profonde d'environ 25 mètres. Au fond du puits de pierre, dans la partie nord-est de la crevasse, le corps d'Aziz Ziriat a été retrouvé. La position dans laquelle il a été trouvé a immédiatement attiré l'attention de tous ceux qui ont participé à l'opération. Son bras droit était tendu et pointé vers le nord, sa main gauche tenait un appareil GPS. Sa tête était tournée vers la paroi nord de la crevasse, où une flèche, également orientée vers le nord, était gravée à environ 1,5 mètre au-dessus du niveau du corps. La flèche a été creusée dans la roche à l'aide d'un objet pointu, vraisemblablement un piolet ou un couteau. La profondeur des rainures était de 2 ou 3 mm. La longueur de la flèche était d'environ 30 cm. Près de la flèche, il y avait des traces d'autres tentatives d'écriture ou de dessin, mais la plupart des signes étaient illisibles. L'appareil GPS dans la main gauche de Ziriat semblait être allumé, alors que la batterie aurait dû être morte depuis des mois. Les coordonnées affichées à l'écran sont 46i 356 degrés de latitude nord et 11i 923 de longitude est. Ces coordonnées indiquent un point situé à 2 km au nord de l'endroit où le corps a été trouvé. Dans une zone considérée comme techniquement inaccessible à pied, l'état du corps et des vêtements a laissé l'équipe médicale perplexe. Un séjour prolongé à basse température aurait dû entraîner des changements dans les tissus et la structure des vêtements. Or, le corps était bien mieux conservé que l'équipe médicale ne l'avait prévu. Les vêtements étaient secs et ne présentaient aucun signe d'exposition prolongée à l'humidité et au gel. L'examen médical préliminaire a révélé plusieurs anomalies. La date du décès déterminée à partir de l'état des tissus ne correspond pas à la date officielle de la disparition. Les calculs indiquent que la mort ne s'est pas produite début janvier, mais beaucoup plus tard, peut-être fin janvier ou début février. L'estomac contenait des restes d'aliments qui ne faisaient pas partie du régime alimentaire des randonneurs, selon leur plan de randonnée. L'analyse a montré la présence de composants végétaux caractéristiques de la flore alpine printanière qui était sous la neige en janvier. Cela suggère que Ziriat a eu accès à de la nourriture pendant une période considérable après la date officielle de sa disparition. L'état de la peau et des cheveux indiquait une exposition prolongée à de basses températures, mais sans hypothermie critique. L'équipe médicale n'a pas pu expliquer comment le corps a pu se maintenir pendant des semaines à des températures inférieures à 0, sans alimentation adéquate ni abri. Le rapport officiel de l'affaire a été publié en juillet de l'année 2025. La cause de la mort de Samuel Harris et d'Aziz Ziriat a été reconnue comme étant une chute d'une hauteur suivie d'une hypothermie. Les circonstances de la tragédie ont été classées comme un accident dû à des conditions météorologiques défavorables et à un terrain difficile. L'anomalie technique dans la région de Carré Alto a été classée comme un phénomène rare mais connu, lié à la structure géologique du massif. Le rapport fait état d'éventuelles anomalies magnétiques dans les roches qui pourraient affecter le fonctionnement des équipements électroniques. Cependant, de nombreux détails de l'affaire n'ont pas été expliqués de manière convaincante. L'état des corps ne correspond pas au scénario supposé de la chute. Une séquence mystérieuse de découverte d'effets personnels de Ziriat, formant une ligne claire. Des tempêtes de neige, localisées survenant précisément au moment où des enquêtes détaillées étaient prévues. Les coordonnées du GPS de Ziriat
indiquait un point situé dans une zone inaccessible du versant nord du massif. Il s'agit d'un système de gorges profondes et de falaises abruptes, impossible à atteindre sans un équipement d'escalade spécial. Ce qui aurait pu s'y trouver reste un mystère. Marco Bellini, qui a dirigé l'opération dès le premier jour, a admis plus tard aux journalistes qu'en 20 ans de travail en tant que secouriste, il n'avait jamais rencontré une telle combinaison de circonstances inexpliquées. Selon lui, chaque indice soulevait de nouvelles questions au lieu de clarifier l'image de ce qui s'était passé. Les familles des victimes ont exprimé leur gratitude à tous ceux qui ont participé aux opérations de recherche. Les proches de Harris ont organisé une collecte de fonds au profit du service de sauvetage alpin d'Italie. La fondation Palace for Life a créé la bourse Aziz Ziriat pour les jeunes des quartiers défavorisés de Londres. Mais des questions demeurent. Pourquoi des touristes expérimentés, équipés de matériel moderne, sont-ils morts dans des conditions relativement favorables? Que signifie une anomalie technique dans la zone où ils ont trouvé la mort? Est-ce un hasard si des tempêtes de neige localisées ont empêché une étude détaillée du site de la tragédie? Et la principale question qui continue de préoccuper tous ceux qui connaissent les détails de l'affaire, qu'est-ce qui se trouve aux coordonnées 46 356 degrés nord, 11,0923 degrés est? Pourquoi Aziz Ziriat, dans les dernières minutes de sa vie, a-t-il tenté avec tant d'insistance de les indiquer? En mai 2026, un an exactement après la fin des recherches, une expédition d'alpinistes autrichiens a planifié une ascension techniquement difficile jusqu'aux mystérieuses coordonnées. Cependant, une semaine avant le départ de l'expédition, une puissante avalanche s'est déclenchée dans la région de Carre Alto, rendant l'accès au versant nord impossible pour les années à venir. La nature, semble-t-il, continue de garder ses secrets. Et la question de savoir ce qu'Aziz Ziriat essayait de dire au monde reste sans réponse. Peut-être que certains mystères ne sont pas faits pour être résolus. Les montagnes de Carre Alto cachent peut-être quelque chose que l'humanité n'est pas encore prête à comprendre. Le silence des Dolomites a encore des secrets, et c'est peut-être mieux ainsi. Les documents officiels de l'affaire se trouvent dans les archives du Corpo Nazionale Soccorso Alpino Service. La consultation de ces documents nécessite une autorisation spéciale. La zone de Carre Alto reste ouverte aux alpinistes, mais une anomalie technique dans la zone de recherche continue d'affecter le fonctionnement des équipements électroniques. La mémoire de Samuel Harris et d'Aziz Ziriat est commémorée par une plaque sur le mur de la cabane de Casina Dawson. L'inscription se lit comme suit: « En mémoire de deux amis qui sont allés dans les montagnes à la recherche de la beauté et qui ont trouvé l'éternité. »